Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication et de ceux qui la font, où nous recevons aujourd'hui une marque qui fête cette année ses 165 ans, une marque que vous connaissez très probablement et une marque qui, pendant des années, a permis à des générations de parents de repousser parfois au-delà du raisonnable la durée de vie de nos vêtements lorsque nous étions enfants. Cette marque, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Singer. Singer qui, depuis quelques mois, a décidé de reprendre la parole après quelques années de discrétion. Alors pourquoi ? Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités. Sandrine De Certaine, responsable marketing communication de Singer France, et Baptiste Thierry, cofondateur et directeur de création de l'agence Josiane. Bonjour à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc à 165 ans, on peut dire de Singer que c'est une marque patrimoniale. Au-delà de ça, aujourd'hui, où en est la marque ? Quels sont les marchés sur lesquels elle évolue ? Quels sont les métiers qu'elle développe ? En quelques chiffres, que diriez-vous ? Alors Singer aujourd'hui, déjà a le vent en poupe, la couture revient au devant du marché, à travers notamment le DIY, ce qu'on appelle le do-it-yourself. On va y revenir. Voilà, donc effectivement cette marque aujourd'hui elle est leader puisqu'on a à peu près 42% des parts de marché, on est présent à la fois en magasin, on est l'une des rares marques à conserver un réseau de magasins, de 150 magasins en France, et on est également vendu en grande distribution, ce qui nous donne un large marché. D'accord. Quand on parle de Singer, en tout cas en France, on associe évidemment le nom à des machines à coudre. Est-ce que c'est le seul ou le principal marché sur lequel évolue la marque aujourd'hui ? Alors, c'est effectivement le produit principal, c'est la machine à coudre, la brodeuse, tout ce qui est autour de la couture. Mais après, historiquement, Singer a toujours été présent dans le soin du linge, donc avec des centrales vapeur, tout ce qui est fer à repasser, table à repasser, etc. Et a toujours fait un petit peu d'électroménager également. Donc, on a conservé une petite part électroménager. On peut retrouver effectivement des produits comme des aspirateurs, des produits cuisine aujourd'hui qu'on développe un petit peu. Mais ça reste en marge, évidemment, de notre produit phare, la machine à coudre. Singer, c'est une marque, on va peut-être en profiter d'ailleurs pour le préciser, on en parlait juste avant de commencer cette émission, c'est une marque qui est mondiale, mais c'est surtout une marque qui n'est pas française. Aujourd'hui, cette marque, sur combien de pays on la retrouve ? Sur quel type de marché ? Est-ce qu'elle a la même position sur pratiquement tous ces marchés ? Elle est encore sur tous les marchés, qu'elle soit bien sûr aux États-Unis, puisque donc c'est américain, même si l'inventeur est français. On la retrouve en Asie, on la retrouve en Europe, on peut dire qu'elle est encore internationale. Avec toujours une stature de leader sur ces marchés ? Oui. Ouais ? Oui. D'accord. En termes, alors j'aurais aimé avoir quelques chiffres en termes de notoriété, justement. C'est une marque qui est très connue. Où en est-elle aujourd'hui ? Alors, on a toujours une notoriété spontanée incroyable, puisque si on interroge n'importe quel client dans la rue en disant « Citez-moi une marque de machine à coudre, spontanément, à 95%, c'est Singer qui ressort. Parce qu'historiquement, c'est dans le patrimoine et dans la mémoire collective. D'accord. La marque a été très discrète, je le disais aussi en introduction. Pourquoi cette discrétion pendant toutes ces années ? Est-ce que d'ailleurs c'est une vraie discrétion ou est-ce que c'est une impression ? Non, c'est une discrétion un peu, on va dire, économique et sociale, étant donné que la machine à coudre, la couture est devenue ringarde dans les années après 69, post-69, étant donné que la femme s'est émancipée et qu'il n'était plus à la mode de coudre, de cuisiner, etc. Donc effectivement, il y a eu une déclinaison des ventes de machines à coudre à partir des années 70, 80, et puis qui a périclité, puis après pour des raisons d'organisation aussi. Donc on est passé même, je crois, à une belle époque, on était à peu près, Singer en France, c'était 800 personnes, et on est passé à des structures beaucoup plus petites. Mais là, comme ça revient, effectivement, la couture est de nouveau à la mode parce qu'on revient sur faire les choses soi-même, donc c'est passer du temps, s'approprier un vêtement, customiser, personnaliser, de la même manière qu'on voit beaucoup d'émissions de couture. Alors qu'on n'en voyait pas il y a 10 ou 20 ans. On peut comparer ça aux émissions de culinaire. Aujourd'hui, c'est vraiment, on passe du temps à refaire les choses soi-même. D'accord, donc il y a, si on doit résumer le pourquoi de ce retour, c'est déjà parce qu'il y a ce changement un peu de contexte, j'imagine, donc ce renouveau face au monde industriel qui s'est développé depuis, qui finalement est devenu impersonnel. Ça veut dire que concrètement ça a changé. Est-ce que finalement le public, le consommateur, l'acheteur de machines Singer est-il toujours le même ?
Et du coup, le fait-il toujours pour les mêmes raisons? Non, c'est plus le même. Alors, il y a toujours, évidemment, on va dire, les personnes au-dessus de 40 ans qui, historiquement, connaissent la marque, s'ingèrent, ont déjà des affinités avec la couture. Donc, ceux-là, on les connaît, on sait les identifier et ils connaissent parfaitement la marque. En revanche, ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a une clientèle très jeune. Et même masculine, donc ça c'est super aussi pour nous, très jeune parce que voilà, aujourd'hui le monde du do it yourself, c'est aussi être très présent sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses qui se passent et mettre ses créations en valeur. On est dans le monde de la création maintenant, la machine c'est l'outil, mais ce qu'il y a derrière, c'est la création. Donc les gens se retrouvent à travers ça. Vous allez bientôt vous retrouver référencé dans les loisirs créatifs et non plus dans la... Exactement, on est déjà dedans. D'accord, effectivement. Alors, il y a quelques mois, je le disais aussi, vous avez confié votre communication, en tout cas la réalisation de toutes vos prises de parole à l'agence Josiane, après un appel d'offres. Alors quel était le brief que vous leur avez fait justement ? Alors, on avait besoin, justement, c'est ce qu'on vient un petit peu dire, on avait besoin de donner un nouveau ton et un nouvel angle à la marque qui, comme on vient de le dire, historiquement, est ancienne. Donc, et notre public, il a changé. Donc, on voulait une agence qui puisse nous aiguiller, nous donner des pistes pour pouvoir parler à cette transgénération, c'est-à-dire aussi bien à la génération un peu ancienne qu'à cette jeune génération qui, finalement... nous donne un large public et on n'avait pas encore rencontré l'agence qui nous faisait vibrer pour partager ça. Donc c'est avec Josiane qu'on a choisi oui, parce que de travailler. Josiane sait faire vibrer les annonceurs. Voilà, c'est un petit peu tout. Voilà, c'est tout. Surtout avec un nom pareil, Josiane. Oui. Alors comment justement vous avez-vous reçu ce brief? Qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on fait surtout? Comment gère-t-on cette problématique qui consiste finalement à maintenir le contact avec un public acquis, mais qu'il faut quand même entretenir, on va dire, et une nouvelle cible qui a des attentes et un profil complètement différent? Alors, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que c'était un vrai cas d'école vraiment intéressant, puisque la plupart du temps, sur un marché publicitaire, on doit construire des marques avec une notoriété à faire, voilà, et donc c'est une certaine forme de travail. Et puis sur d'autres, avec une notoriété qui est déjà faite, avec des parts de marché à préserver. Là, c'était complètement différent. On avait une marque qui était ancienne, avec du sens. Vous parliez tout à l'heure de marque patrimoniale. Effectivement, c'est une marque qui a du sens pour tout un tas de générations, mais la marque n'avait pas su évoluer avec les nouvelles générations et donc a failli disparaître pendant les années 80-90. Alors, nous, notre point de vue, il a été très clair et c'est toujours ainsi qu'on doit fonctionner, à notre sens, chez Josiane. On a d'abord... effectuer une recommandation stratégique. Parce qu'avant de chercher des idées, définir un ton, tout ça, il faut savoir un petit peu où on veut aller, comment construire un territoire de marque. Et la meilleure façon de construire un territoire de marque et de faire en sorte qu'il puisse devenir pérenne, eh bien, c'est de définir une stratégie sur le court, le moyen et le long terme pour parler à la fois aux anciennes générations, comme le rappelait Sandrine, parce qu'il faut encore parler aux dames, on va dire aux dames d'autrefois, à Josiane par exemple, qui est le prénom de ma maman, voilà, qui continue de coudre, mais également à mon épouse de ma génération, un homme de 40 ans, ou aux amis de mes enfants, voilà, des jeunes femmes. Bon, alors stratégiquement, pour nous, notre point de vue était très clair, très marqué, au regard de tout ce que vous racontez tout à l'heure, Sandrine, c'est qu'il fallait passer finalement de ce que revendiquait la marque depuis des années, à savoir un savoir-faire, donc un savoir-faire qui renvoie quand même à l'usage, qui renvoie à la machine, et donc qui finalement n'est pas si engageant que ça, à quelque chose de différent, d'un peu plus engageant, et qui puisse correspondre un petit peu à tout le monde, et donc très naturellement, et ça s'est joué en un mot, on est passé du savoir-faire au savoir créer. Et donc, le territoire de marque a été défini par ce point de vue-là, et c'est devenu la nouvelle signature de la marque, 165 ans, puisqu'elle a 165 ans d'existence, 165 ans de savoir créer. D'accord. Donc, nouvelle signature de marque qui a été présentée, qui a été lancée avec une première campagne donc, qui a été lancée l'été dernier. Oui, oui, on va en voir pendant qu'on parle quelques visuels. Quel est le parti pris créatif, justement, puisqu'on parle de création, quel est le parti pris créatif de toute cette campagne? Quel est le fil rouge? Alors, le parti pris créatif, il a été dicté par plusieurs choses. Déjà, on n'achète pas une machine à coudre, finalement, comme on achète une paire de chaussettes ou une boîte de petits pois, sans vouloir faire injure aux chaussettes ou aux petits pois. C'est quand même, c'est un acte important, c'est pas un acte anodin. Alors, bien évidemment, dans toute la gamme des machines à coudre, il y en a à tous les prix et tout, mais c'est quelque chose vraiment d'important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de se tromper. Et donc, nécessairement, on avait
avait besoin d'avoir une écriture assez produit quand même, et aussi parce que de manière pratico-pratique, notamment au regard des différentes communications, qu'il s'agisse de PLV, de presse ou en digital et tout, on vend des produits, donc il fallait quand même mettre les produits en lumière, mais le faire convenablement. Et dans le même temps aussi, travailler un véritable discours de marque et lui donner du sens. Voilà. Et donc finalement, c'est un savant mélange à la fois de produits, de communication produit et de communication marque. Les toutes premières prises de parole, d'ailleurs, elles n'échappaient pas à ça, ça a été de la mise en scène de produits dans un registre complètement estival, avec un claim qui était très simple, créé tout l'été. Voilà. On avait 2 visuels pour l'exprimer, un visuel très PLV, avec, voilà, je présume qu'on les voit, avec un visuel, donc avec une machine à coudre et puis plein d'autocollants, de stickers, un petit peu la Floride, le soleil, etc. Et puis un autre visuel qui a beaucoup plu à l'interne chez Singer, où on avait posé une machine à coudre finalement sanglée au sommet d'un combi Volkswagen. Et il se trouve que le combi Volkswagen, c'est aussi ce vieil objet qui est redevenu complètement à la mode et qui aujourd'hui passionne les nouvelles générations, alors que c'est un objet qui est également très ancien. Et on trouvait ça assez drôle d'associer les deux dans une même image. Ouais, ce qui faisait parfaitement le lien entre le passé finalement de la marque et la modernité aujourd'hui. Oui, complètement. C'est une marque transgénérationnelle. Et ça, on s'en rend compte même en interrogeant les gens dans la rue, y compris les jeunes filles ou les jeunes hommes d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, Sandrine le rappelait, c'est plus seulement le fait des femmes. Ça, c'était autrefois où les femmes reprisaient les chaussettes de monsieur et puis raccommodaient les jeans du petit dernier qui se traînaient tout le temps par terre. Voilà. Et cette marque a un sens. C'est-à-dire que même sans savoir précisément pour les plus jeunes générations à Saint-Jacques, ça me dit quelque chose. Voilà ce que disait. Ça me dit quelque chose. Et ce qui était pour nous une chance aussi, pour nous communicants, parce que c'est beaucoup plus facile quand on a une marque qui fait du sens et qui peut s'inscrire dans la société. Alors après, évidemment, ça c'est le rôle de la communication, de faire en sorte qu'elle ne se trompe pas et qu'elle s'inscrive durablement dans la société. D'accord. Sur le plan média, donc on a montré quelques visuels, donc on en déduit qu'il y a de la presse forcément. Quels sont les médias? Est-ce qu'il y a des médias de prédilection déjà pour une marque comme Singer? Et d'une manière générale, quel est le plan média que vous avez mis en place? Alors, on a beaucoup de communication, en dehors de la presse, on a beaucoup de communication sur nos points de vente. Donc ça, c'est important. Est-ce que c'est le principal d'ailleurs outil de communication, le point de vente? Oui, c'est un peu le point de départ quand même. Il y a 150 magasins, comme j'ai dit tout à l'heure, donc effectivement, il y a de quoi faire. Donc ça, c'est très important. Et après, on va essentiellement sur des supports presse. Donc là, on va être sur des magazines dits plutôt cibles féminines, mais pas seulement. Mais ça peut être aussi des magazines de déco. Après, ça va être des femmes actuelles, des Marie-Claire, enfin, vous voyez, toutes ces marques, ou des magazines un peu plus couture spécialisés. Mais après, parfois, on va un petit peu plus large aussi. Donc, comme jusque-là, on n'avait pas assez d'éléments pour raconter une histoire, c'est ce qu'on essaye aussi de faire. Donc là, on va étendre notre panel média et essayer d'aller sur d'autres médias que la couture ou la presse féminine. D'accord. Oui, que les médias traditionnels et notamment le digital. Alors voilà, c'est ici qu'on vient recruter tout un tas de nouvelles générations. On ne peut pas passer outre le digital. Évidemment, Sandrine le rappelait, les PLV sur les ventes, oui, parce qu'il y a un tas de gens qui vont encore dans les boutiques, parce que c'est un vrai lieu de vie, les boutiques Singer, ça on s'en est rendu compte, et un petit peu partout en France. Il y a un maillage qui est assez dense, mais le digital, la presse, pour rejoindre ce que tu disais, donc effectivement la presse féminine, mais loisirs créatifs, et puis à terme, la marque, parce qu'elle doit ambitionner, elle peut ambitionner tout ça, c'est la presse généraliste et grand public, puisque aujourd'hui, la machine à coudre, c'est un objet fait pour créer, et c'est plus seulement un objet qui s'adresse aux femmes à la maison. Voilà, c'est pour tout le monde, ça peut toucher tout le monde. C'est vrai qu'il y a donc, quand on parle du digital, on parle de réseaux sociaux, on parle de blogs. Il y a des blogs, couture, il y a des blogueuses spécialisées couture. Est-ce que vous avez d'ores et déjà un certain nombre d'opérations, de dispositifs qui sont mis en place? Comment vous les touchez? Si par exemple aujourd'hui, j'imagine que vous avez une page Facebook, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce qu'on y trouve et combien même est-ce que vous avez le nombre d'abonnés, combien il y a de personnes à peu près? Là, nous, on a commencé les réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps que ça. Le premier, c'était effectivement Facebook, mais ça fait que 3 ans. Donc, c'est assez récent. Donc, il faut développer le contenu, comme vous l'imaginez. Donc là, on en est à plus de 6 000 abonnés. Non, 8 000 je crois, sur Facebook. Twitter, on est dessus, mais c'est un petit peu moins... C'est un peu plus difficile, la communauté Twitter, parce que dans la couture, c'est un petit peu différent. Donc finalement, et là, on est sur Instagram. Pourquoi Twitter? Est-ce que ça a une utilité quand même en particulier? Oui, on reprend on est dans le vif des informations, un peu d'actualité, on reprend aussi un petit peu d'informations Facebook, mais effectivement, le cœur aujourd'hui, c'est Facebook. Et là, on vient de commencer Instagram. Donc effectivement, là, on a et de l'actualité, du relais d'informations, on fait des partenariats, on relaie tout ça, ça peut être des jeux concours, on travaille beaucoup avec des blogueuses, donc tout ça, ça nous aide
à développer notre réseau et il y a vraiment une grosse communauté aujourd'hui. Est-ce qu'en télévision, vous avez aussi communiqué? Il me semble que vous avez été, ou vous êtes peut-être toujours partenaire oui. de Alors même il y émissions. a longtemps, Singer a fait pas mal de pubs médias. Là, on n'en fait plus à l'heure actuelle, parce que les budgets sont quand même assez conséquents. Par contre, on participe souvent à des émissions. Donc on est dans le placement produit ou dans le parrainage carrément de Alors les deux, on a soit du placement produit, soit du parrainage. Donc par exemple, chaque année, ça fait 3 ans, c'est la 3e année, on est avec Coups Humains, qui est quand même une émission qui a une bonne audience aujourd'hui, qui est sur une durée de 2 mois, donc c'est pas mal et ça nous apporte beaucoup de visibilité. D'accord. Quelle est la prochaine étape, là, si demain ou dans les semaines qui viennent, on entend parler de Singer dans les médias, ce sera où? Ce sera... Pour dire quoi? Pour dire le savoir créer finalement. Ouais, mais c'est en ça aussi que c'est une chance, c'est-à-dire que voilà, Singer a un truc à raconter parce que la création par définition, tout est à définir, tout est à redéfinir et puis chacun aura ses propres histoires et ses propres manières de les interpréter. Donc nous, on est plutôt ambitieux, on est plutôt très optimiste pour le devenir de la marque, mais de la même manière finalement que tu en parlais également tout à l'heure, sur la cuisine, il y a encore ne serait-ce que 30 ans, finalement, ou 20 ans, plus personne ne cuisinait. On utilisait des plats surgelés, on avait perdu ce goût de la cuisine parce que la vie a changé, parce que l'émancipation des femmes, parce que pas le temps. Et puis tout a changé. Et c'est exactement pareil avec la couture. On revient aux valeurs et aux traditions. Ouais. D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On aurait pu en parler encore très longtemps, malheureusement, nous n'avons plus le temps. Je vous remercie, je vous dis à bientôt sur topcom.fr. Avec grand plaisir. Merci.